Ouais, placement libre. Installez-vous comme vous voulez. Hop. Prenez place. Bonjour, bonjour. Allez, je vais faire un premier tour de présentation. Vous êtes bien, ça va? Impeccable. Il n'y a personne au milieu, là. Allez, c'est pour le... Non, mais le prophète, il est debout. Rémi, voilà. Alors, Rémi Dodini, bonjour. Vous êtes le délégué régional de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, entité directement rattachée au Premier ministre. À vos côtés, nous avons Karine Béguer, responsable du campus cyber au sein de l'agence régionale Cyberoc. Et je continue les présentations avec Jean-Philippe Pêche, fondateur de Terrain d'idées, cabinet conseil qui accompagne les entreprises dans leur digitalisation et le développement de leur activité, avec une forte composante IA, c'est ce qu'on va voir avec vous ce matin. Bonjour à tout le monde. Et enfin Marie-Laurence Grechkoviak, agricultrice céréalière depuis 15 ans dans une commune entre Grenade et Verdun-sur-Garonne. Bonjour. Bonjour. Exploitation de 120 hectares, vous irriguez 35 hectares avec un pivot, tout le reste est en sec, on va voir ça avec vous. Et puis vous aurez remarqué que j'ai appelé 5 personnes, puisque la cinquième normalement est en visio. Est-ce qu'il s'agit de Anne-Paul Massol? Alors Anne-Paul, est-ce que vous êtes là déjà? Je demande en régie si nous avons Anne-Paul Massol en Zoom. Bon, si vous avez la possibilité de la... Ah si, Anne-Paul est connectée. Vous nous entendez, Anne-Paul? Non, alors c'est le jeu de la technique. On va la faire revenir dès qu'elle nous entend ou dès qu'elle revient, parce que je crois que le micro est fermé. Bon, c'est le suspense et les aléas du direct. En régie, si vous avez Anne-Paul, vous nous faites signe et puis... Voilà, elle est connectée, mais elle n'est pas là, donc on va attendre gentiment qu'elle arrive. Très bien, alors, j'allais vous présenter Anne-Paul Massol, mais je vais attendre qu'elle se connecte par courtoisie. On est dans les usages aujourd'hui. On va d'abord commencer par les opportunités, puis après on va parler des risques. Et on va commencer du coup avec Marie-Laurence Grechkoviak. Prenez le micro. Puisqu'on est dans les usages, quels outils numériques vous utilisez au quotidien? Alors, par exemple, samedi, j'ai une pince Yara m'a fourni une pince. Parlez bien dans le micro. Alors, samedi, par exemple, Yara m'a fourni une pince pour vérifier la quantité de chlorophylle que j'ai dans le blé pour les apports d'urée sur mon blé. Alors, j'ai du blé dur et du triticale. Donc, je me suis promenée tout samedi après-midi, il faisait beau. Je me suis promenée dans mes champs avec ma petite pince pour faire des tests. Voilà. Alors, c'est une pince qui est connectée avec le satellite, donc je suis géolocalisée. J'ai mon petit téléphone dans ma main, la pince dans l'autre, je fais le tour, je bidouille mon téléphone pour essayer que ça marche, et ça marche aussi bien que la connexion avec Anne-Paul, n'est-ce pas? Voilà. Pendant ce temps, mon mari a chargé son épandeur d'engrais et il a passé l'engrais. Pendant que moi je calculais combien il fallait qu'il mette, lui, il en a mis et on n'en parle plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez? Les outils. Ah oui, oui. Alors on en utilise tout le temps. Enfin, on en utilise tout le temps. C'est moi qui saisis la comptabilité. Donc effectivement, je peux saisir les factures directement. J'ai qu'à les scanner, elles se mettent toutes seules sur mon logiciel de comptabilité. C'est fabuleux. Quand ça marche, il y a tout un stock de choses. J'entendais tout à l'heure la dame parler de sonde capacitive. J'ai pas eu de sonde capacitive, mais je me suis servi du logiciel pour piloter l'irrigation d'un logiciel qui était là il y a 5 ou 6 ans. Pour piloter l'irrigation, ils m'ont changé l'interface, je n'y comprends plus rien, j'ai tout abandonné et on continue à arroser quand même. Enfin, bon. Désolée de vous plomber l'ambiance, mais bon. Au niveau GPS et modulation, vous... Alors, le GPS, alors on a évidemment un GPS sur le tracteur. Alors ça, par exemple, c'est très intéressant parce que ça fait des jolies lignes et c'est quand on a un enrouleur, alors moi j'ai pas d'enrouleur, mais les gens qui ont un enrouleur, ça permet que l'enrouleur n'écrabouille pas 50 000 pieds pour
arroser. Donc effectivement, c'est bien, ça permet de gérer les angles morts aussi quand on sème. Ça fait de jolies lignes de semis. C'est plus facile pour ramasser aussi parce que les moissonneuses ne font pas des zigzags dans le champ. Enfin bon, pour le coup, ça marche bien. Quand le satellite veut bien être connecté correctement, parce que des fois, le tracteur fait zzzz. Et bon, il change de connexion avec le satellite. Donc, mais grosso modo, ça marche. Vous nous rassurez quand même. Oui, non, grosso modo, ça marche. Alors effectivement, plus on met de grains à l'hectare, plus on a de rendement. Et pour le coup, pour le coup, ça marche bien. Alors, je ne suis pas encore au point, mais avec ma petite pince, là, je peux comment ça s'appelle, moduler mes doses d'engrais. Donc, effectivement, ça peut marcher. Encore faut-il que j'appréhende mon logiciel. Alors, c'est des choses qu'on fait qu'une fois par an. Ça veut dire, on ne manipule pas ça tous les jours. Ça veut dire que là, maintenant, au printemps, il faut se remettre toute la procédure dans la tête. C'est pas toujours évident. Bon. Et donc, surtout quand on se dit qu'il va pleuvoir demain et qu'il faut le faire aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est pas toujours. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que la modulation pour les doses d'engrais, ça veut dire qu'on met plus d'engrais dans les parties du champ qui sont plus fertiles et moins d'engrais dans les parties du champ qui sont moins fertiles. Au total, je ne suis pas certaine qu'on économise de l'engrais. Encore désolée de vous plomber l'ambiance. Mais au moins, vous avez le sens de la mesure, c'est très bien. Oui, comme ça... au total, j'ai un petit doute. Enfin, il faut peut-être que certaines années, ça permet d'économiser de l'engrais. Au total, pas voilà. Sûr. À vérifier. Bon, c'est quand même des choses dont on a besoin. Enfin, on a besoin d'un gros investissement pour les mettre en place, d'un gros investissement en argent et d'un gros investissement en temps. Parce que même si on a une formation, entre la formation en théorie et je ne vis pas en théorie, donc je suis obligée d'être en pratique. Donc la dame a bien parlé de sondes capacitives qui ne supportent pas trop l'humidité, c'est ennuyeux. Bon, il y a tout un stock de petites choses là à gérer. Il faut avoir une connexion Internet, oui, mais au milieu des champs, parfois la connexion Internet, elle ne passe pas. Alors tout d'un coup, on se dit, mais ça ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? On passe 5 minutes à dire, mais non, mais j'ai pas de connexion Internet. Enfin, bon, voilà, tout un stock de petits frêles là, qui, toute la journée, qui nous empêchent de... Alors, vous parlez de frais, on va voir si on va arriver à voir Anne-Paul Massol, qui apparemment nous voit, mais ne nous entend pas. Donc c'est peut-être le problème de la... Est-ce que la régie peut ouvrir peut-être la vidéo, ou peut-être ouvrir les micros? Peut-être que c'est juste ici que ça le fait. Vous me faites signe en régie si on peut... Elle s'est reconnectée normalement, elle m'a dit. D'accord. Bon, ça va pas être pratique. Ben là, apparemment, elle me dit qu'elle est connectée sur Zoom. Écoutez, on va voir. En attendant, juste une dernière question pour vous, Marie-Laurence. Quel bénéfice finalement vous en tirez de toute cette nouvelle technologie? Est-ce que ça vous fait gagner du temps? Est-ce que ça vous fait gagner de l'argent? Ou est-ce qu'il faut juste le faire et que ça devient un peu obligatoire? Alors, disons que, par exemple, je reste à mon engrais. On remplit un plan de fumure. C'est un truc qui est obligatoire. On est obligé de remplir un plan de fumure. C'est dommage de le faire et de ne pas s'en servir. Enfin, il n'y a que moi qui pense ça, hein, parce que croyez-moi, dans la campagne, faire un plan de fumure, ça fait râler tout le monde et les gens ne voient vraiment pas pourquoi ils s'en serviraient, quoi. Enfin, bon. Donc, alors, on a des outils, il faut bien que quelqu'un commence à s'en servir pour qu'on dise ça marche, ça marche pas, et que ça devienne un automatisme. Mais c'est long, c'est un investissement, et c'est des choses qui... très honnêtement, cette pince, je m'en sers maintenant et je vais la ranger au placard et je vais m'en resservir l'année prochaine. Je ne m'en servirai pas de toute l'année. Enfin, parce que
Pour l'instant, elle ne sert que sur les céréales à paille, donc le blé, l'orge et compagnie. Mais sur le maïs, le soja, elle n'est pas encore, comment on dit, Pratiqué. oui, étalonnée. Talonné. D'accord. Donc c'est pas encore étalonné sur le maïs et le soja ou le tournesol. Donc je m'en servirai l'année prochaine quand j'aurai bien oublié comment ça se manipule. Voilà. Donc c'est un investissement en temps et en argent. Euh, il faut y aller parce qu'on y croit et que l'espoir fait vivre. Euh, on est, on est agriculteur, donc c'est notre lot quotidien de s'adapter à la météo, à tout ce qui arrive et tout ce qui. Donc on fait ça allègrement, mais bon, des fois c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Bon, on va y revenir. Je pense qu'on va avoir du mal à avoir Anne Paul-Massol. On va essayer de faire une nouvelle tentative parce qu'elle a aussi un témoignage intéressant en matière de professionnels et d'agricultrices. Juste une dernière question, Marie-Laurence. Est-ce que vous utilisez l'IA pour votre activité professionnelle? Oui, je viens de vous le dire. Enfin oui, puisque je suis agricultrice, donc oui. D'accord. Oui, oui. Alors l'IA, c'est de l'intelligence artificielle, hein, pas agricole. Désolée. Alors, c'est une question ouverte d'ailleurs. Est-ce que dans la salle, quels sont ceux qui utilisent l'IA pour leur activité professionnelle? Allez-y, levez la main. Ah oui, quand même. D'accord, oui, ça fait quand même pas mal de monde. Alors, évidemment, c'est une question pour vous, Jean-Philippe, hein, vous l'avez compris. On voit que l'IA est pratiquée de façon professionnelle par le monde agricole. Quelles sont finalement les opportunités que ça peut offrir pour les pros? Bon, je pense qu'il y en a plusieurs. Peut-être que la première, ça me permet de réagir à ce que vous venez de dire. C'est la complexité d'usage de ces outils, avec en plus le fait que vous les utilisez une fois par an, il n'y a rien de régulier, en tout cas pas suffisamment régulier pour que ce soit pratique à utiliser. Et une des opportunités de l'intelligence artificielle, c'est ce que on pourrait appeler l'usage en langage naturel. Donc on va avoir une solution qu'on va pouvoir manipuler par la voix. Et donc ça va pouvoir passer par une question, une fois qu'on a la pince dans les mains, une fois par an, c'est demander à l'intelligence artificielle comment fonctionne cette pince, tu peux me rappeler les 3 boutons d'initialisation qui vont me permettre de l'utiliser. Ça peut être un usage déjà pratique. Et ensuite, c'est une capacité à sortir de la complexité de ces outils avec juste un outil auquel on va discuter. Et ça, on voit que c'est tout doucement des solutions qui vont arriver sur le marché, hein, un petit peu comme on a aujourd'hui dans nos domiciles, des petites box comme Alexa ou autres, auxquelles on va parler pour pouvoir lancer des actions. Voilà. Donc ça, c'est une première opportunité. Et ensuite, d'un point de vue professionnel, ça va être un outil qui va être très pratique pour mieux connaître vos consommateurs. Qui ils sont, qu'est-ce qu'ils apprécient, que ce soit les consommateurs ou les clients pour vous. Et donc, peut-être être en capacité, c'est même pas peut-être, c'est être en capacité de pouvoir argumenter et de proposer ce qui fait la différence avec votre domaine par rapport à d'autres environnements. Donc des outils plus orientés marketing, on va dire? Alors, ouais, plus orienté marketing aussi, ça va être des outils qui vont être très efficaces dans la communication et donc dans la réflexion d'abord peut-être un peu stratégique sur qui sont nos consommateurs, c'est qui notre cible client, comment on peut s'adresser à eux et donc à partir de là, de porter une forme de céder en fait de l'intelligence artificielle pour poser les bases d'un argumentaire, d'une réflexion qu'on aimerait amener et donc à partir de là, peut-être créer de la pédagogie. Alors là, on l'a vu, on a quand même des utilisateurs. Est-ce que vous diriez que d'une façon générale, le public agricole est à l'écoute de ces solutions d'intelligence artificielle? Alors je pense que tout le monde est à l'écoute de ces solutions d'intelligence artificielle aujourd'hui. On l'a bien vu dans la salle, c'était une majorité de gens qui ont levé la main. Hein. Après, est-ce que l'usage est sur des solutions qui vont permettre vraiment de gagner du temps ou de gagner en qualité? Ça, c'est peut-être plus compliqué. On retrouve souvent des usages autour de la notion de reformulation, quand j'ai besoin d'écrire un email, quand j'ai besoin de synthétiser un document, même sur un cadre réglementaire. Voilà. Mais ensuite, il y a à développer tout un tas d'usages qui vont permettre d'automatiser finalement certaines actions du quotidien, peut-être administratives ou un peu plus complexes, dont on aimerait se séparer.
Bon, on l'a vu des fois, Marie-Laurence nous disait, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais. Est-ce que finalement l'IA, est-ce que ça va pas rajouter une complexité dans les process d'activité de ces professionnels qui sont déjà très très occupés? Alors on va pas se mentir, si, ça va rajouter une forme de complexité d'une manière ou d'une autre, avec aussi des risques que ça ne fonctionne pas correctement. Finalement, cette IA qui est mise à disposition de tout le monde maintenant depuis 3-4 ans avec ChatGPT, bon, finalement, c'est une IA qui n'est pas encore totalement mature et dont la fiabilité reste encore à prouver dans certaines situations. Et quand on veut y aller, il faut absolument y aller par une phase un peu exploratoire, d'évaluation, avant de dire « Ok, je sais que ça fonctionne et je vais l'utiliser ». Sinon, on va se retrouver exactement dans la situation où pourtant, même avec des outils où il n'y a pas nécessairement de l'intelligence artificielle, on voit que ça ne fonctionne pas tout le temps. Voilà. Très bien. Alors, je crois qu'on a enfin, on arrive à avoir Anne-Paul Massol. Est-ce que vous nous entendez, Anne? Sinon, ça va être le sketch. Bonjour Anne. Alors, moi, je vous vois sur l'écran de retour. Vous ne la voyez pas encore sur le grand écran. Et je ne sais pas si elle nous entend. On touche à la complexité voilà. Pourtant, c'est qu'une visio. Hein, mais... Donc, non, apparemment, elle ne nous entend pas et elle nous voit à peine. Bon. Écoutez, on va essayer de débloquer encore en régie. On va continuer ce tour de table sur donc l'IA. On l'a vu effectivement sur les capacités. Marie-Laurence, juste sur l'IA, pour le coup, est-ce que c'est quelque chose que vous allez plus utiliser encore les années à venir? Alors, ça dépendra des moyens qu'on me met en place. Moi, j'utilise pas l'IA pour l'IA. J'utilise des logiciels qui se servent d'IA. J'utilise l'IA toute seule. ChatGPT, c'est bien, mais j'ai plus de production d'écrit à faire. Je suis capable de dire je sous-signais, machin. Donc, j'ai appris ça à l'école. Donc, bon. Donc, honnêtement, l'IA pour l'IA, je ne vois pas trop comment je m'en servirai. Je vais surtout me servir de logiciels qui se servent de l'IA. Par exemple, ma petite pince, là, elle est connectée avec mon plan de fumure, avec le satellite. Il m'envoie des zones avec plus ou moins de végétation, plus ou moins de chlorophylle. Je suppose que c'est l'IA qui fait ça. Sûrement. Bon. On va dire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dessin que j'ai sur ma parcelle. L'IA pour l'IA, Aucun intérêt. Enfin, pas directement, quoi. Bon, écoutez, je vois que... Quand tu as parlé à son téléphone, alors moi, je fais partie d'une génération qui n'aime pas parler à des ordinateurs. Donc, mes enfants font ça allègrement. Mais moi, ça me fait pas trop. Pas trop savoir que mon téléphone m'écoute, ça m'embête un peu. Et est-ce que vous considérez que vous êtes suffisamment protégé en matière de protection informatique? Alors non, absolument pas. Alors là, pour le coup, et puis alors je ne sais pas où est-ce qu'il faudrait aller chercher de la protection. Donc là, pour le coup, effectivement, ça fait partie des freins. On a la chance d'avoir 2 experts régionaux ici, donc on va justement en profiter pour leur tendre le micro. Rémi Daudigny, peut-être tout d'abord. On sait que l'ANSSI s'intéresse aujourd'hui au secteur agricole parce que c'est un secteur qui est encore peu sensibilisé à ces problèmes de cybersécurité. Oui, en fait, il y a un mot qui est très important, c'est souveraineté alimentaire. Et l'agriculture, l'agronomie, l'élevage sont des activités, des disciplines qui sont fondamentales et au centre de nos préoccupations, des préoccupations de l'État. Et d'ailleurs, même, tout est dans le titre du ministère qui se charge de ça, avec la partie souveraineté alimentaire. Tu l'as dit et tu l'as rappelé, Martin, donc mon agence, c'est l'ANSSI, c'est un service du Premier ministre qui est, pour faire très schématique, le chef de file et le chef d'orchestre de la cybersécurité de la nation, que ce soit des entreprises, des collectivités, mais même des particuliers. Et on s'intéresse de très très près à ce qu'on appelle les secteurs d'activité d'importance vitale, dont justement toute la filière alimentation fait partie. On en discutait tout à l'heure à la pause avec M. Rousset, le DRAF. En Occitanie, on va développer
de manière un peu plus appuyée, justement, l'accompagnement sur la filière agricole, alimentation, dans le cadre d'une évolution réglementaire qui est d'actualité, qui s'appelle NIS 2. En gros, NIS 2 sera la cybersécurité, ce que le RGPD est la protection des données personnelles. Donc c'est un accompagnement réglementaire sur les systèmes d'information pour justement garantir la cybersécurité. Et tous les systèmes dont vous parlez, madame, seront soumis à des menaces, sont en tous les cas potentiellement la cible. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire que malheureusement dans le monde numérique, il n'y a pas besoin d'être une cible pour être une victime, mais on pense de manière certaine que quand on est dans un secteur dans lequel il y a des notions de souveraineté comme l'alimentation, l'agriculture, l'élevage, non seulement on devient une cible en fait. Et je voudrais faire le partage des eaux entre deux mondes. Il y a la partie utilisateur et puis il y a la partie offreur de services. Donc ce qu'on appelle les OAD, les outils d'aide à la décision, qui aident les exploitants, les coopératives, justement dans la production, dans la maîtrise des flux et puis des productions justement agricoles ou de l'élevage. Donc on va trouver, on en a parlé d'ailleurs, des sondes d'humidité pour le sol, des sondes très précises pour la météo, mais même de l'imagerie satellite. Hier j'étais chez Airbus Defence and Space qui opère justement Géo, et qui fournit en fait de la cartographie satellitaire pour détecter des taux d'humidité et même l'apparition de certaines maladies. Aujourd'hui on est dans un continuum numérique où le travail de l'exploitation, quand il ne fait pas face aux difficultés des derniers kilomètres d'apporter la connexion Internet, etc. Mais globalement, on ne peut pas concevoir aujourd'hui d'opérer une exploitation sans apport de ces capteurs. Et on estime que sur une certaine taille d'exploitation, on a très vite 40 à 50 capteurs qui sont liés en fait et qui sont utilisés très régulièrement. La pince est un des capteurs, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc il y a d'un côté les fournisseurs de services qui fournissent des méthodes, des outils qui sont en SaaS, donc dans le cloud, en informatique nuagique, vers qui on va faire porter des exigences de sécurité et de cybersécurité pour vous protéger. Et puis il y a une acculturation au numérique, à la sécurité numérique. Je ne veux pas dire le mot cyber parce que c'est compliqué, cyber. Moi, je veux juste dire la sécurité numérique, le fait que l'ordinateur il fonctionne bien et qu'il n'apporte pas de problèmes supplémentaires, en tous les cas, pas de disruption sur votre activité. Et bien ça, c'est aussi une acculturation à l'usage sécurisé de ces produits-là, qu'il faut justement développer et notamment on a un partenaire à côté qui peut accompagner justement cette filière dans l'approche. Et votre question, madame, était très intéressante. Moi, je ne sais pas vers qui me tourner. On a potentiellement des réponses à vous proposer. On va y revenir juste avant, Karine, d'expliquer tout ça. Je veux juste qu'on revienne sur un exemple, parce qu'on dit toujours que c'est un peu évanescent, mais quand une activité agroalimentaire est attaquée, ça peut avoir des conséquences très importantes. Et je pensais notamment, par exemple, à l'exemple d'Arsoé de Soile. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, c'est public. En décembre 2024, donc l'Arsoé de Soile. L'Arsoé, c'est une association qui met à disposition des systèmes d'information pour les éleveurs, pour assurer la traçabilité filière bovine notamment. L'Arsoé, elle est à Soile, elle est à côté de Castres, donc c'est dans nos territoires. Hein. C'est pas quelque chose qui est en Californie ou je ne sais où. C'est quelque chose de très concret avec des baies informatiques très concrètes que j'ai eu le plaisir de visiter il n'y a pas très longtemps et notamment début 2025. En fait, ils se sont fait attaquer. Ils ont pris un virus qui a complètement figé les ordinateurs, si bien que tous les éleveurs ont été dans le noir pendant près d'un mois et demi, et
Et là, c'est aussi très intéressant, enfin très important et intéressant de comprendre que on est très dépendant du numérique, mais si le numérique est défaillant, il faut être en capacité de retourner en mode papier-crayon et d'être résilient en fait. Et je me souviens très très bien de l'excellent témoignage du directeur de France Limousine qui avait dit on a ressorti le mode opératoire d'avant, quoi. Et puis on priait tous les jours pour que l'ARSOE puisse remettre très rapidement en route les systèmes. Et pourquoi l'ARSOE de Soile, c'est impactant? Parce que finalement, cette structure, elle portait des services sur 22 départements et 5 régions, en fait. Donc le data center qui est à Soile, il sert une communauté d'éleveurs qui est répartie sur 22 départements. Et ces 22 départements se sont retrouvés dans le noir. Donc typiquement, c'est ce genre de prestataire que l'ANSSI va accompagner et qu'on a accompagné notamment dans la gestion de leur crise et qui doivent être résilients pour pouvoir continuer à offrir le service en fait aux éleveurs. Et franchement, il y a une chose aussi, c'est que moi depuis tout petit je fais de la cyber et je fais de la sécurité numérique, donc je vis cyber, je mange cyber, je dors cyber, mais il est tout à fait logique que vous n'ayez pas à vous occuper de ça, et ça devrait être sécurisé numériquement dès l'usage en fait, parce que votre métier c'est de connaître justement l'agriculture, les plantes, le climat, et de passer du temps sur des choses à forte valeur ajoutée et pas sur un pare-feu ou autre chose. Donc c'est une mission que se donne l'État, justement, que de sécuriser, enfin c'est d'accompagner la sécurisation de ces services d'outils à la décision. Voilà. Mais, comme le disait le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, dans un domaine complexe où il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas forcément du bien dans le monde numérique, votre activité sera ciblée et est déjà ciblée, et ça fait 2 ans, l'ARSOE de Soile, et il y en avait eu d'autres auparavant, est déjà ciblée. Et il faut faire aussi un petit peu sa part du job. Et quand on conduit une voiture, on attache sa ceinture et on ne conduit pas avec des pneus lisses. C'est la même chose en fait. Vos ordinateurs, ils devraient avoir un minimum de sécurisation, et cette acculturation cyber, il faut l'acquérir. Et ça, c'est Nice 2 évidemment qui peut accompagner tout notamment. Ça. Alors, Karine, justement, on a vu Madame Marie-Laurence qui hésite et ne sait pas vers qui se tourner, elle peut se tourner vers Cyberrock. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Cyberrock. Alors déjà, qu'est-ce que Cyberrock ? Cyberrock est une association loi 1901 qui est portée par la région Occitanie, l'Agence de développement économique Occitanie et Equitia, une association sur l'éthique de la donnée. Le constat a été fait. Alors, c'est une association qui a été créée en 2022 et quelques mois auparavant, un constat a été réalisé en région Occitanie sur la présence de structures qui travaillaient dans la cybersécurité. Et on a vu que l'Occitanie était un territoire très riche dans ce domaine. Alors il y a des grosses structures, Airbus, Thales, Capgemini, je cite plusieurs marques, plusieurs enseignes, mais il y a aussi d'autres petites structures, des prestataires cyber, des éditeurs de logiciels, des éditeurs de logiciels, des entreprises d'hébergement qui sont implantés sur le territoire, et il a fallu fédérer et animer l'ensemble de ce réseau, déjà discuter avec eux, qu'ils discutent entre eux et qu'on prenne le sujet réellement de la cybersécurité en Occitanie. De plus, l'écosystème occitan est très riche, il y a énormément de structures professionnelles. Et on s'est rendu compte que la maturité de leur sécurité numérique était peu ou pas très évoluée. Donc le but au sein de Cyberrock, c'est aussi d'essayer de faire prendre conscience à l'ensemble des professionnels de l'utilité de monter en maturité cyber.
Donc, les accompagner sur des séances de sensibilisation collective. On participe à des événements, on participe à des tables rondes, et on participe aussi à des projets portés par la région ou portés par l'Europe, avec des supports financiers pour toucher les TPE, les PME, les ETI, mais aussi dans le monde de l'agroalimentaire, les exploitants agricoles et toute la chaîne d'approvisionnement qu'on peut trouver en Occitanie. Donc voilà un petit peu la mission de Cyberrock. Et aujourd'hui, sur la table ronde précédente, on a parlé des données. Il y a énormément de données qui étaient issues de la collecte grâce aux outils que vous utilisez. Et cette donnée, elle est primordiale. C'est votre patrimoine. C'est votre patrimoine, et tout patrimoine est convoité. Est convoité par des attaquants qui ne se trouvent pas sur le territoire français la plupart du temps, mais dans des pays étrangers. Et on parlait de souveraineté alimentaire, et c'est là où il faut prendre conscience que quelqu'un qui va attaquer, comme on l'a vu en 2024, toute la chaîne agroalimentaire a repris le crayon et le papier, mais ça peut paralyser une filière, et ça peut paralyser l'État et tout le secteur alimentaire. La révolution numérique dans l'agriculture est très bien. On va essayer le but, c'est d'améliorer les rendements, de détecter la maladie dans certains troupeaux, de prévoir les aléas météorologiques, d'éviter les intrants, etc. C'est très bien. Mais tous ces objets qui collectent de la donnée sont connectés, sont interconnectés, et forcément, ça rend la surface d'attaque beaucoup plus large. Et vous êtes aussi des cibles. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas aux grands groupes. Ça peut arriver à n'importe qui. Et il faut savoir qu'on peut être victime. Il faut savoir aussi se prémunir. Et dans les cas présents, qui contacter? Alors, qui contacter? Voilà. Donc, au sein de Cyberrock, vous avez un centre de réponse à incidents, donc, qui est porté par l'ANSSI. Et qui, on va dire, c'est un peu le régulateur du SAMU. Donc, vous êtes victime d'une cyberattaque, vous appelez le 0800 71 13 13 et vous êtes mis en relation avec un technicien qui va déjà essayer de comprendre ce qui est arrivé, pour essayer de mettre des mots sur l'attaque, va vous expliquer les premières démarches à faire physiquement, le dépôt de plainte. Alors le dépôt de plainte est important, j'y reviendrai tout à l'heure si vous êtes intéressé, mais le dépôt de plainte en gendarmerie ou en police. Et ensuite, Cyberrock peut vous mettre en relation avec des prestataires en fonction de votre incident, en fonction de la taille de votre exploitation, afin de remédier à l'attaque que vous êtes en train de subir. Donc on est vraiment un régulateur du SAMU pour appuyer les gens, puisque souvent on est isolé, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qui appeler, parce que potentiellement, avec l'ensemble des logiciels et des applications que vous utilisez, vous avez quelqu'un qui vous a vendu les solutions, mais est-ce que vous avez un prestataire informatique capable de vous dépanner, entre guillemets, lorsque vous avez un souci avec ces outils? Alors, quand c'est un souci simplement de connexion, mais lorsqu'on est dans le cadre d'une cyberattaque, je ne pense pas qu'il soit à même de répondre. D'où l'importance de nous contacter et qu'on puisse vous mettre en relation avec des prestataires qui pourront effectivement vous appuyer et remédier. Donc ce centre de réponse à incident, on l'appelle, donc Marie-Laurence, vous l'appelez. Vous avez noté le numéro de téléphone? Très bien, 0800 71 13 13. Et du coup, ils vont pouvoir vous aiguiller en fonction de la qualité, entre guillemets, de l'attaque que vous avez subie. Évidemment, on n'est jamais sûr d'avoir subi une attaque, ou si ça fait partie des doutes. Oui. Et donc ça peut être des techniciens qui peuvent répondre à ce type de questions. Quel conseil vous donneriez justement pour bien se protéger au départ? Peut-être Rémi ou Karine. Alors, déjà, tout à l'heure, on parlait dans le projet FAN des nouvelles formations. Je pense qu'il est important, dès le plus jeune âge, d'avoir quelques modules de formation dans la cybersécurité. Voilà. Alors, il existe dans les programmes, il existe PIX au niveau des collégiens, des étudiants, mais c'est vrai que la cybersécurité, elle est un petit peu abordée en filigrane, c'est-à-dire par rapport à d'autres sujets.
Donc je pense qu'il est important d'avoir des notions de cybersécurité. Et les premières notions, c'est déjà, pour moi, la gestion des mots de passe. Voilà. Votre téléphone, vous avez tous un téléphone, la plupart des téléphones sont bloqués par un mot de passe. Alors soit par l'empreinte, soit par le visage, soit par un code. Les ordinateurs, les applications doivent être verrouillées par des mots de passe, mais par des mots de passe forts. 1, 2, 3, 4, admin n'est pas suffisant. C'est-à-dire que lorsque vous allez au sein de vos exploitations récupérer une application ou un logiciel, vous devez vous y connecter avec un login mot de passe. Sauf si je peux me tromper, hein, je n'ai pas tous les logiciels en tête. Et forcément, souvent, on a tendance à laisser admin parce que c'est beaucoup plus simple de s'en rappeler. Effectivement, si vous avez 50 applications, vous rappelez de 50 mots de passe, c'est compliqué. Donc il existe des petites solutions, des gestionnaires de mots de passe. Et vous avez sur le guide, sur l'ANSSI, mais je vais laisser parler Rémi, vous avez des petits guides pour vous acculturer à cette pratique de sécurité numérique qui vous permet déjà de comprendre un petit peu les grands enjeux et les premières actions à mettre en place pour se protéger, tant individuellement, personnellement avec votre ordinateur personnel, familial, mais aussi dans le monde professionnel. Alors Rémi, justement, un conseil peut-être également. Ouais. Il y a un petit guide, c'est les 12 choses à faire en termes d'hygiène numérique et de sécurité. La première chose déjà, c'est d'avoir un ordinateur à jour et d'utiliser des logiciels qui sont à jour, c'est-à-dire qui sont patchés, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement beaucoup de maladies numériques qui sont découvertes tous les jours sur les systèmes d'exploitation, sur les logiciels, et si on ne maintient pas son ordinateur et les applications à jour, juste en demandant un update, une mise à jour automatique, déjà on part mal. C'est comme si on partait avec des pneus lisses et la vidange pas faite depuis 100 000 km, c'est à peu près ça. Donc à jour, les mots de passe, Karine vient d'en parler, et puis si on n'a que 3 choses à retenir, faire des sauvegardes en fait. Parce que malheureusement, on a affaire à des gens qui sont très motivés sur la partie attaque et qui sont très ingénieux, passent beaucoup de temps à attaquer tous les systèmes, et un jour ça passera, l'attaque elle passera. Et là en fait l'objectif c'est pas d'être résistant, c'est d'être résilient. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à obtenir, c'est que même si l'attaque, le coup est porté, on puisse se relever et redémarrer avec un minimum d'impact. Donc voilà, c'est les 3 premiers conseils. Après, vous êtes aussi sur quelque chose qui est pas simple, au sens où vous faites appel à beaucoup d'objets connectés, d'IoT, qui sont en général pas forcément sécurisés nativement, en tous les cas sur laquelle la couche de sécurisation numérique n'est pas la préoccupation première. Et donc, Recording in progress. Tant mieux. Et l'objectif, c'est de se dire, c'est pas mon métier, le numérique, donc il faut que je sois accompagné pour pouvoir opérer ces objets de manière sécurisée sur mon exploitation, avoir des réseaux séparés, voilà. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus informatiques professionnelles. Mais en gros, c'est pas votre métier. Il faut être accompagné en fait pour déployer ces choses-là. Et c'est aussi de la responsabilité des vendeurs et des fournisseurs de solutions que de proposer une installation sécurisée sur les exploitations. Donc, un ordinateur à jour, des mots de passe forts et des sauvegardes. Voilà, c'est trois éléments un peu élémentaires, j'allais dire, mais qui sont très importants. Tout à fait. Alors évidemment, depuis tout à l'heure, avec la technique, on essaye d'avoir Anne-Paul Massol. Je ne vous le dis pas, mais c'est pour ça qu'on est... Mais ça ne marche pas, donc je suis désolé pour elle, parce que je pense que son témoignage aurait été très intéressant. Donc on va quand même continuer. Jean-Philippe Pech, est-ce que l'IA peut aider justement les professionnels à mieux se protéger? Parce qu'on sait que ça peut être aussi, ça peut élargir la surface d'attaque, mais est-ce que ça peut aussi être un bouclier efficace? Ça peut être un point d'entrée. Quand on voit bien qu'une des questions, c'est savoir auprès de qui on peut s'adresser. Et le meilleur endroit, c'est d'appeler le fameux numéro de téléphone. Ça, c'est certain.
Mais quand on est confronté, qu'on est seul et qu'il est minuit 30, quand on est confronté à certaines choses, l'intelligence artificielle peut être un point d'entrée pour capter des actions qui pourraient être utiles de mettre en place. Donc c'est interroger des systèmes. Je suis sûr que tous ceux qui ont levé la main utilisent des IA classiques. Pour reciter à nouveau ChatGPT ou d'autres, Mistral pour parler du français. C'est au moins de poser quelques questions pour peut-être lancer quelques actions qui pourraient être utiles. On est certain qu'une IA, elle peut raconter des choses erronées. Par contre, de mettre à jour un ordinateur, elle sera en capacité de l'exprimer. Donc des petits éléments comme ça qui peuvent être utiles, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc ça peut être une des choses. Est-ce qu'il y a, si je reviens un petit peu sur l'IA aujourd'hui, comment on arrive à y travailler dessus? Est-ce qu'il y a, par exemple, comment on peut arriver à en faire en sorte que ça puisse aider les agriculteurs à gagner du temps et de l'argent, par exemple? Alors, il y a quelques petites choses qui sont intéressantes de mettre en place. Il faut comprendre d'abord qu'une intelligence artificielle, on a tous ce sentiment qu'elle connaît tout sur tout, et que donc quand on s'adresse à elle, elle aura nécessairement la réponse. Alors qu'en réalité, il faut plutôt s'interroger de ce qu'elle connaît. Et on n'a aucune information précise sur sa vraie connaissance en tant que telle. Et donc, un élément fondamental, ça va être, nous, humains, si j'ose dire, de prendre le temps de contextualiser son système d'intelligence artificielle. Pour citer le plus connu, encore une fois, ChatGPT. Et donc ça, c'est le fait de mémoriser un ensemble d'informations qui nous semblent pertinentes autour de notre activité. Expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, et puis ce sont tout un tas de choses qui seront enregistrées à condition qu'on ait bien activé la mémoire dans ces outils. Essayez simplement de demander à votre IA « qui suis-je ?» et vous verrez si déjà elle vous répond avec une certaine connaissance de votre activité. Si ce n'est pas le cas, c'est sûrement qu'il y a des petites options à activer dans vos paramètres, ce qui vous permettra ensuite de lui dire simplement « mémorise que » et de savoir prendre du recul dans l'expression de vos activités. Et ça, vous verrez qu'une IA, elle apprendra à vous connaître, et alors vous allez pouvoir rentrer dans un modèle un petit peu de réflexion avec elle, et vous allez pouvoir peut-être même simplement lui demander « mais vu que tu connais mon activité, qu'est-ce que je peux faire avec toi ?» Et donc elle va amener un cadre de propositions sur lequel on va pouvoir tout doucement mettre un pied et puis encore un pied et avancer sur des actions qui peuvent être utiles, en particulier des petits assistants personnalisés que vous allez pouvoir mettre en place dans ces outils. Ça va être des assistants qui vont vous aider à rédiger, et dans ces cas-là, quand ils vous aideront à rédiger, ils le feront dans votre contexte, avec votre façon de vous exprimer, parce que vous aurez mémorisé ces éléments, contextualisé ces éléments. Et puis, vous allez pouvoir créer des usages, par exemple, pour faire de la communication, pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, qui permettra de préparer certaines publications que vous voudriez faire, si jamais vous voulez communiquer un peu sur les réseaux sociaux en particulier. Et ce que je trouverais très pertinent, d'ailleurs, c'est des choses qui ne sont pas encore très développées, mais de faire de la pédagogie sur vos métiers, je trouve que ça renforcerait cette proximité qui est nécessaire d'avoir envers le métier que vous faites, qui est très noble. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments très basiques qui sont hyper intéressants. Savoir contextualiser, donc mémoriser tout un tas de choses à une intelligence artificielle et mettre en mouvement des petits assistants qui vous seront utiles au quotidien. Et ensuite, on peut aller vers des formes d'automatisation qui permettront de faire des choses, j'ai envie de dire, quand on dort. Et c'est mettre en place de l'intelligence artificielle dans des moments où on va avoir besoin d'une IA pour déléguer des actions en parallèle à ce que nous, on va faire au quotidien. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe, qui va aussi nécessiter quelques règles de sécurité pour que tout ça fonctionne correctement. Et un peu de formation également. Et donc un peu de formation. Voilà. Très bien. Rémi, pour compléter ? Oui, juste un petit mot. On a parlé de Cyberoc et du centre de réponse à incidents, donc 0800 71 13 13. En effet, ce sont des gens qui décrochent le téléphone et qui vous accompagnent en cas d'incident, mais on peut aussi les appeler quand ça va bien. C'est-à-dire que si on cherche des contacts, si on cherche de l'accompagnement et qu'on a besoin d'avoir des conseils sur qui contacter dans son département, vers quel organisme, pour y voir un peu plus clair dans cette fumée cyber,
ils sont là pour ça aussi, donc il ne faut pas hésiter à les appeler en amont avant qu'on ait des problèmes à traiter. Donc ils sont là aussi pour fournir de l'accompagnement, des explications sur l'acculturation numérique, la sécurité numérique. Très bien, Karine. Oui, effectivement, sur Cyberrock, il y a un site cyberrock.fr .com, pardon, qui recense, il y a un annuaire des différents prestataires en cyber, classés par rubrique. Donc déjà, ça peut déjà vous apporter une idée. Mais après, n'hésitez pas soit à nous appeler, mais soit à nous écrire contact@cyberrock.fr. Et on essaiera de répondre à vos questionnements. Mais déjà, sur le site de Cyberrock, il y a déjà énormément d'informations. Je vous invite à aller le visiter, comme à visiter le site de l'ANSSI avec les différents guides d'hygiène informatique. Et au-delà, si vous voulez aller pousser plus votre réflexion dans le domaine de la cyber. Très bien. Alors, on va peut-être juste pour terminer prendre une question ou réaction dans la salle Sylviana. Non, apparemment il n'y a pas de questions. Si, madame, attendez, j'arrive. Un peu d'exercice. Alors moi j'ai une question pour toi Marie-Laurence. À un moment donné tu as dit l'IA c'est de l'artificiel, ce n'est pas de l'agriculture. Je voulais te poser une question, peut-être que monsieur qui est plutôt calé sur l'IA va pouvoir répondre. Alors il y a l'exemple qui a été donné sur ChatGPT, souvent c'est le nom qui revient, mais on sait que l'IA il y a plusieurs, il n'y a pas que ChatGPT hein, bien sûr, mais si on revient sur le territoire français, il existe des structures qui développent des systèmes d'IA. Est-ce que tu penses possible que ce ne soit pas l'agriculteur qui va vers l'IA, mais l'IA qui vient vers l'agriculteur? Est-ce que tu penses que ça, c'est réaliste? Alors, je vous passe le micro tout à l'heure. Alors, moi, honnêtement, je me sers de logiciels qui se servent d'IA. Donc, c'est pas moi qui vais vers l'IA, c'est l'IA qui vient vers moi. Je complète, je pense que la réponse elle est dans les deux sens en réalité. Quand on est concentré sur son cœur de métier comme madame, on va surtout attendre que ce soit l'IA qui aille vers elle, je pense. Donc ça va dépendre un peu de l'appétence des personnes qu'on va avoir. Et la chose la plus naturelle, et je crois que c'est vrai aussi dans la sécurité, c'est que ce sont des logiciels. La technique, c'est bien. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un exemple de fonctionnement chaotique du numérique, mais c'est ce qui le représente aussi, hein, qu'on le veuille ou non. Donc ça va être, du coup j'en ai perdu le fil, mais ça va dépendre de la personne. Et donc ça va être quelque chose de très naturel dès lors qu'il y a un vrai usage qui va être présenté. Donc si vous voyez l'usage, vous allez l'utiliser. Ça c'est la première chose. Ceux qui vont décider d'aller vers l'IA vont être ceux qui vont être très curieux du cadre d'innovation que ça va représenter. Et ceux-là, ils vont s'intéresser à des solutions hyper innovantes qui ne seront pas nécessairement sur le commerce. Et ceux-là, ils vont peut-être dire « Oh, chouette, je vais prendre des solutions qui sont locales, qui sont françaises, souveraines, ou qui sont américaines, ou autres. » Parce que je me dis elles vont être très efficaces dans mon travail. Donc là, ça va être pertinent, mais ce ne sera pas l'IA qui sera allé vers l'individu, ça sera l'individu qui sera allé vers l'IA, tout simplement. Alors, normalement, quand on met en place une solution numérique, on le fait par rapport aux besoins, et donc par rapport aux besoins de l'agriculteur. Et là, il va y avoir deux approches. Soit on a un super marketing, donc de la promotion d'un logiciel, et dans ces cas-là, Marie-Laurence va dire « Ah, ça c'est un chouette logiciel, je le prends ». Et là, on peut dire c'est l'IA qui est allée
vers Marie-Laurence, soit ça ne correspondra pas aux besoins, et là, pour tous ceux qui seront très appétents à ces solutions digitales, eh bien, vous allez plutôt aller vers un intégrateur de solutions digitales, une société de développement informatique, ça peut en faire partie, qui va être capable d'écouter votre besoin, le besoin de l'agriculteur, les spécificités et les choses très fines qui sont autour de son activité, et qui alors proposera une solution sur mesure, à base d'intelligence artificielle ou pas d'ailleurs. Voilà. Bon, on n'est qu'au début évidemment de ces réflexions-là, mais vous avez bien compris que l'IA apprend, et donc plus ça va aller, et plus elle va apprendre au profit des agriculteurs. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette séquence table ronde. Merci à vous quatre pour vos témoignages et vos explications. Et on va enchaîner avec la dernière séquence de la matinée. Il s'agit de la séquence pitch. Je vais inviter à venir me rejoindre Nicolas Lefebvre, Louis Janet et Marie-Flore Doutrelot, mesdames, messieurs. Venez, venez, venez prendre place. Bonjour. Installez-vous, placement libre. Alors, il me manque qui? Je n'en ai que deux. Louis, il est où? Il arrive. Alors, je vais faire les présentations rapidement. Bonjour Louis, tout essoufflé. Alors, Nicolas Lefebvre, bonjour. Vous êtes le directeur technique de Membus. Bonjour. À vos côtés, il y a Marie-Flore Doutrelot. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes responsable du projet robotique agricole international au sein du GOFAR. GOFAR, c'est la Global Organization for Agricultural Robotics, je le dis avec l'accent français. Et enfin, on a Louis Janet, le fondateur de Foxar. Et d'ailleurs, je crois que Louis, on va commencer avec vous, le temps que vous branchiez un petit peu l'ordi, je crois. Ok, très bien. Parce que vous avez un ordinateur, et le temps que vous le branchiez, je vous rappelle le principe du pitch. Chaque pitch dure au maximum 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, la cloche va retentir. Alors, regardez, la technique, c'est aussi de la technique filaire. Hop, un petit HDMI. Et si vous êtes prêts, c'est parti, je lance le go. Alors, vous avez ce micro-là. Et sinon, regardez, vous avez celui-là aussi. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Louis Janin, je suis cofondateur de la start-up Foxar depuis bientôt 8 ans. Et donc l'idée de Foxar, c'est de créer des ressources pédagogiques en 3D et en réalité augmentée pour l'éducation et l'enseignement supérieur. Et le problème qu'on veut résoudre chez Foxar, c'est celui des illustrations classiques, et le problème de la visualisation, parce que là, vous reconnaissez des illustrations qui sont utilisées dès l'école primaire, puis au collège, au lycée et dans l'enseignement supérieur. Le souci, c'est que ces illustrations-là, en 2 dimensions et statiques, certaines personnes vont facilement passer de ce qu'on voit ici à une bonne représentation en 3D, en mouvement dans leur tête, et donc une bonne compréhension. Mais pour la grande majorité des élèves, des élèves et des apprenants, c'est beaucoup plus long et compliqué comme cheminement. Donc notre idée depuis le début, c'est de créer des ressources pédagogiques, comme je disais, en 3D, animées, interactives, et puis en réalité augmentée. Pour résumer, parfois on peut dire que c'est un peu comme les maquettes de Jamy dans C'est pas sorcier, mais en version numérique. Et donc voilà, en quelques secondes, quelques exemples de ces maquettes sur le côté éducation, sur le programme scolaire. Voilà ces quelques exemples, et forcément, en fait, toute l'idée est très simple, c'est comme des illustrations. Donc l'idée, c'est de permettre tout simplement aux élèves, aux apprenants, de mieux visualiser pour mieux comprendre ces notions complexes et abstraites du programme scolaire. Ça donne en résultat une grande bibliothèque de ces maquettes 3D, principalement sur les mathématiques et les sciences, mais aussi de plus en plus histoire et géographie. Tout le projet est co-construit avec l'Éducation nationale depuis le début, surtout les enseignantes et les enseignants et les élèves. Et l'application Foxar a été téléchargée plus de 800 000 fois aujourd'hui, surtout dans les établissements scolaires en France. Et donc le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en fait, depuis le début, on crée aussi des contenus sur mesure pour la formation et l'enseignement supérieur,
avec voilà, donc par exemple des contenus comme celui-ci sur les turbines à gaz de certains bateaux de la Marine nationale. Donc ça c'est pour l'école d'ingénieurs de la Marine nationale à Toulon. Des maquettes de chimie sur la géométrie des molécules pour l'école nationale supérieure de chimie de Montpellier. Pour le CNES, des maquettes sur les missions spatiales en cours et à venir. Pour l'INRAE, des maquettes sur le cycle des usages de l'eau. Et puis, le plus à propos pour la fin, donc des maquettes notamment sur les plantes à fleurs qui ont été réalisées dans le cadre du projet Botanicar avec Audreyne Canal qui est ici, donc de l'école d'ingénieurs de Purpan. Des maquettes aussi avec l'école d'ingénieurs de Purpan sur la moissonneuse-batteuse par exemple, sur les machines agricoles. Et puis en ce moment, l'actualité, c'est le lancement imminent de contenus pédagogiques de 3D de ce type-là, de maquettes sur l'agrivoltaïsme dans le cadre de FAN. Voilà, il y a un dernier point sur la technologie, c'est l'Apple Vision Pro. On travaille avec les équipes d'Apple depuis 2023 sur ce sujet, donc ça c'est un peu la version la plus high-tech de notre projet de Foxar. Parce que ça permet en fait de faire enfin de la vraie réalité augmentée, c'est-à-dire de voir les objets en vrai 3D dans le monde réel. Vous avez amené le masque de réalité virtuelle, le voilà. Voilà, j'ai le casque ici juste pour dire que si vous voulez essayer, je serai dispo cet après-midi dans la pièce à côté pour vous faire essayer ce casque, si vous voulez. Donc là, voilà, on a la vraie réalité augmentée, on voit les objets en vrai 3D dans le monde réel, on les voit comme s'ils étaient là, comme des hologrammes, on les manipule en plus avec les mains, et voilà, c'est vraiment l'idée finale, c'est la version la plus high-tech. Mais vous allez vous dire que entre l'illustration classique de la moissonneuse-batteuse et la version en réalité augmentée dans le Vision Pro, il y a quand même un gouffre dans la complexité de mise en place. Et c'est pour ça que nous, depuis le début, on a créé plein de versions alternatives, de versions intermédiaires, dont la version web qui est devenue très centrale aujourd'hui dans notre projet Foxar, qui permet en fait de voir toutes les maquettes aussi très simplement sur un ordinateur, dans le navigateur, et en plus de naviguer dans ces contenus 3D, comme on navigue sur une page web en faisant défiler la page web. Donc voilà pour cet exemple-là que je passe un peu rapidement sur la moissonneuse-batteuse. Et puis un autre exemple sur le fraisier, la fraise et le fraisier, une maquette sur vraiment les bases du sujet, dans le cadre, comme je disais, du projet Botanicar. Et si vous voulez tester, voilà, un QR code permet de tester la maquette directement. Voilà, donc je suis au bout. Et juste le dernier point, c'est que, je l'ai déjà dit, mais on lance en ce moment des maquettes pédagogiques dans le cadre de FAN sur l'agrivoltaïsme avec à nouveau Audreyne Canal et puis Myriam Eliassa et Natalia Barutia. Et voilà, donc si ça vous intéresse d'en discuter, je serai disponible cet après-midi. Parfait, merci beaucoup Louis Janin. Merci pour cette présentation. Et on va enchaîner avec Nicolas Lefebvre, directeur technique de chez Membus, société qui, elle aussi, utilise les nouvelles technologies pour faire de la formation. Alors, le temps que Louis... alors vous pouvez vous mettre au milieu si vous préférez, Nicolas, hein, si vous êtes plus à l'aise là. Hein. C'est parti. Vous avez le retour ici, vous inquiétez pas, le temps que ça remette en marche. Et c'est parti. Comme ça, je garde le casque. Donc je suis directeur technique chez Membus. Membus, c'est une société qui a été créée en 2011 et on a une vingtaine d'employés. On est situé principalement à Toulouse avec des petites antennes à Paris et à Chicago. Et notre but, c'est d'exploiter en fait les nouvelles technologies, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou l'intelligence artificielle, pour mieux former. Pour ça, on va utiliser la simulation. Les avantages de la simulation, ils sont nombreux. Ça permet d'économiser de la matière première. Ça permet de s'entraîner en toute sécurité.